Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour à vous, bienvenue sur l'Instant Vertical. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode des tribulations spirituelles et je suis avec Audrey. Salut Audrey. Bonjour Benjamin. Alors Audrey, on s'est contacté il n'y a pas longtemps. Tu as bien aimé le format tribulations spirituelles et tu t'es dit que toi aussi, tu avais envie de partager tes tribulations. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, tout à fait. Je te remercie de m'accueillir dans ton podcast. C'est un plaisir. Voilà. Alors, pour donner juste quelques mots d'introduction avant que Audrey, tu, tu laisses sortir ton récit. Audrey, donc tu animes en ce moment un podcast qui s'appelle L'Expérienceur, où tu invites les personnes à avoir un nouveau regard sur des expériences spirituelles. Tu es aussi une personne qui a travaillé longtemps dans la psychiatrie. Et voilà, tu accompagnes toutes sortes de personnes dans les crises d'émergence spirituelle notamment. Voilà, ça, tu veux compléter quelque chose? C'est très, très bien comme ça. Ça marche. Alors, dis-moi Audrey, pour commencer tes tribulations spirituelles, ma première question c'est enfin, comment s'est réveillée, on va dire, cette rencontre avec la spiritualité? C'était à quel âge? Quel était le contexte de ce réveil spirituel? Ok. Alors, le chemin été assez long, en fait, avant de trouver une certaine paix à l'intérieur. Et je pense que euh, l'élan, il a toujours été là, de chercher cette paix intérieure. Déjà toute petite, en fait, très tôt, j'ai été confrontée à la souffrance, puisque mes parents, en fait, ont fait famille d'accueil et ont accueilli donc ma sœur, qui pour moi est ma sœur de cœur. Donc j'avais 1 an et demi, elle avait 1 an et demi. Et sans pouvoir mettre des mots, parce que voilà, j'étais trop petite à l'époque, hein, mais très rapidement, en fait, j'ai senti en fait qu'il y avait de la souffrance, voilà. Mais je pouvais pas exprimer ça à l'époque, en fait, hein. C'est maintenant que je peux, je peux le faire. Et, j'ai eu une éducation catholique qui me parlait pas du tout, pas du tout. La seule chose que j'aimais, c'était finalement, c'était les chants dans l'église, parce que là, Hmm. je sentais l'unisson, je vais dire quelque chose comme ça, je sentais quelque chose une énergie différente en fait qui était déjà probablement dans la reliance. Il y avait quelque chose de voilà qui me portait. C'était la seule chose que j'aimais là-dedans. Euh, et puis je crois que j'ai jamais aimé les étiquettes en fait. Je- à l'adolescence, je pense que j'ai vraiment tout rejeté. En particulier ce côté religieux là qui ne me parlait pas du tout. Et à l'adolescence, je disais, j'ai l'impression en fait d'être un rond et qu'on veut me mettre dans un carré et ça fait mal. Voilà. Et je comprenais vraiment pas, mais déjà depuis toute petite, je comprenais vraiment pas le monde dans lequel j'étais. Je comprenais pas en fait mon entourage. Je comprenais pas. Moi, j'aimais me mettre par exemple sur le balcon, regarder les éclairs, les étoiles, les choses comme ça. Je comprenais pas en fait qu'autour de moi, on s'intéresse pas à ça. Je comprenais pas qu'on me, enfin, voilà, mon entourage me disait que tout allait bien et moi, je sentais bien que, en fait, j'ai toujours été sensible aux émotions et je voyais bien que ça allait pas et du coup, ça a créé plein de choses très compliquées à comprendre. Voilà. Hmm. Et ouais, j'ai été élevée par des parents qui sont nés pendant la guerre, donc qui sont voilà, qui ont vécu avec des souffrances et des manquements, on va dire, mais et où l'émotion était réprimée.
voilà, était vraiment réprimée. Et ça, c'est un détail assez important parce que je pense que j'ai tout fermé et que ça a fait une espèce de cocotte minute qui, à un moment donné, a explosé. Donc, et j'ai rien compris. Et c'est vrai que ça s'est ouvert brutalement. Ça a été une expérience assez compliquée pour moi. Donc, c'était suite à un enterrement. Et pourtant, je pense que, eh bien, à l'époque où donc c'était en 2008, euh, voilà, j'allais à un enterrement, j'accompagnais une amie en fait qui avait perdu quelqu'un de proche et puis cette amie en question était très dans la peine et voilà, moi la personne décédée, je la connaissais, je l'avais dû la rencontrer 3 fois dans ma vie donc et pendant toute la cérémonie en fait, je sentais comme, je me sentais en fait envahie par de la tristesse et je comprenais pas pourquoi. Et à l'époque, je me posais déjà pas mal de questions sur la survivance de l'âme. Euh, et je, bon, voilà, ma maman a fait des études d'infirmière très tard. Donc moi, à 14 ans, j'avais trouvé sur son bureau La source noire de Patrice Van der Selde. Et puis, quand j'ai lu ce livre, tout de suite, pour moi, c'était une évidence, en fait, la survivance de l'âme. Et donc là, je me posais beaucoup de questions et je sentais cette présence là autour du cercueil, au-dessus de ce papa et de ses enfants. Et c'était très compliqué. Voilà, bref, je suis sortie de cet enterrement. Et ça a littéralement explosé en moi, en fait, hein. Hmm. Du moment où je me suis retrouvée toute seule, je me suis rentrée dans ma voiture, en fait, et émotionnellement, c'est comme si j'avais enterré mon père et ma mère en même temps. Hmm. Et ça n'avait aucun sens pour ma partie matière, en fait. Mon mental, en fait, il comprenait rien de tout ça. Donc j'avais 1 heure et demie pour rentrer à la maison, mais à l'époque, mes enfants étaient petits. Et je me suis dit, je peux pas rentrer comme ça, ils vont rien comprendre, quoi. Et moi-même, je comprenais pas. Donc voilà, Hmm. et je me suis arrêtée donc dans une grotte à côté de chez moi, qui est une grotte voilà dédiée à la Vierge Marie. Et je me suis arrêtée là, mais plus pour me poser en fait, voilà, et en me disant, voilà. Et quand je suis, voilà, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de péter les plombs. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, en fait, mon regard a croisé le regard de la statue de la Vierge Marie. Et là, j'ai clairement entendu une voix qui me disait, tout le monde ne pète pas les plombs, ça va aller. Et là, si c'était censé me rassurer, ça m'a pas rassuré du tout. Parce qu'à la base, je suis infirmière en santé mentale. Et là, je me suis dit, waouh. Et en plus, j'entends des voix, je suis fichue, quoi. Enfin, je comprenais rien, mais rien, quoi. Et donc, ça a été assez violent. Ça a duré pendant un moment. Et pendant des années, j'ai cherché à comprendre parce que en ayant travaillé en psychiatrie, voilà, c'était mon job en fait d'analyser tout ça, toutes ces voix, toute Hmm. cette agitation. Et il y avait vraiment en fait derrière ça, ce que je peux en dire maintenant, c'est qu'il y avait une peur immense de basculer dans la pathologie, qui elle aurait pu me faire basculer, vraiment. Hmm. Et T'as en même senti, temps, t'as senti que c'était un moment un peu charnière où tu j'ai étais senti que dans j'étais un endroit sur de un frein. fil. Ah oui. Ouais, Hmm. ouais, sur Ça un veut fil. dire que un événement qui, comme une crise, voilà, on appelle ça généralement les crises d'émergence Mm, spirituelle, une mm, sensibilité, voilà, mm. qui est une crise, du coup, c'est aussi un espace qui peut faire basculer dans un aspect pathologique. Ouais, c'est clair. Et Hmm. j'ai longtemps cherché parce que, enfin, ça m'a emmené très très loin cette histoire. Mais j'ai longtemps cherché quelle était la différence parce qu'après, ben voilà, la vie m'a emmené dans la mise en place de groupes d'entraide sur les phénomènes de voix. Donc avec des personnes qui avaient eu des étiquettes, des Hmm. diagnostics, schizophrénie, troubles bipolaires et tout. Et moi, voilà. Quelle était la différence? Ça a été moi. Pourquoi moi j'ai pas basculé? Pourquoi eux ils basculent? Ça a été un long chemin de recherche en fait, hein, Hmm. jusqu'à que j'ai un psychologue qui me réponde gentiment à la question en disant tu connais le conte des 3 petits cochons? Tu sais, en fait, il y a celui qui a la maison en paille, celui qui a la maison en bois et celui qui a la maison en briques, en fait. Et suivant ta structure psychologique, si tu vis une émergence spirituelle sur une maison en paille,
ben, c'est très, très compliqué à gérer, en fait. Voilà. Et j'avais trouvé cette explication très, très sympathique. Donc, voilà Hmm, un petit peu. Mais ça a été mais un long parcours parce que j'avais vraiment besoin, ma part matière, en fait, mon côté humain, conditionné, avec ses peurs, etc., avait vraiment besoin de se raccrocher à quelque chose de très hmm, cartésien. Donc, en fait, je suis allée voir des scientifiques, j'ai servi de cobaye dans des études scientifiques. On a comparé mon expérience d'émergence spirituelle avec quelqu'un qui avait une pathologie schizophrénique. Tu vois, je suis allée loin dans cette hmm, recherche, mais parce que je voulais comprendre. Il y avait une partie de moi qui cherchait, quoi. hmm. Ça a duré un long, long moment, quoi. Hmm. Et par rapport à ça, tu disais donc, qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas basculé dans la pathologie? Quelque part, qu'est-ce qui te faisait dire que c'était pas tombé dans la pathologie, vu que toi, tu connaissais aussi ce milieu et que apparemment, si tu contactais des scientifiques et donc du coup, tout le monde voyait que tu n'étais pas dans une démarche pathologique. Oui. Quelles étaient les différences de ça par rapport à... Ah, c'est très subtil, en fait. Eh oui, c'est pour ça que je pose la question. C'est- Bah, c'était tout le travail de cette étude, hein, justement, c'est très subtil. Après, c'est surtout que l'expérience ne dure pas dans le temps, Hmm, que cette possibilité de rentrer et de sortir, hmm, tu vois, euh, je pense aussi qu'il y a une histoire en fait, ce que j'ai pu comprendre, là où j'en suis maintenant, c'est qu'il y a l'expérience, il y a comment la personne qui vit l'expérience peut l'interpréter. Quand tu vis ce genre de phénomène dans une société qui ne reconnaît pas ça et qui en plus peut la pathologiser, on va dire. Hein. hmm. Donc comment toi tu vas l'interpréter, comment ton entourage va l'interpréter? Parce que moi ça a été quelque chose de très charnière. Oui, C'est voilà. que mon entourage était proche, m'a accompagnée aussi, même si, parce que j'ai quand même un mari qui est ingénieur à la base, donc qui n'était à l'époque, voilà, qui avait sa spiritualité, mais pas tout à fait la même que la mienne. Et l'information est passée à un autre niveau. Quand je lui ai dit, j'ai besoin que tu mettes ton mental cartésien de côté, moi j'ai besoin de toi parce que là je comprends rien de ce que je vis. Et en fait, j'ai ressenti l'émotion passer chez lui et il m'a juste dit, je suis là. Si je reste persuadée que si à ce moment-là, il avait émis le moindre doute sur ma santé Hmm, mentale, ça aurait pu être plus compliqué, quoi, tu vois. Donc ça, hmm, c'est aussi ces choses-là. Et puis après, il y a donc comment la personne l'interprète, comment l'entourage l'interprète, et puis après, comment éventuellement les professionnels de santé ou les thérapeutes que tu vas côtoyer sur ton chemin à ce moment-là vont aussi mettre des hmm, étiquettes là-dessus. hmm, hmm, hmm. Et tout ça est compliqué parce que en fait l'étiquette c'est la tienne, Hmm, c'est pas celle qu'on veut te mettre et ça c'est ouais ça a été vraiment une recherche profonde voilà et la différence ben la seule que je peux mettre c'est que moi donc les phénomènes de voix que j'ai eus était plus d'ordre de médiumnité sur un terrain quand même qui avait des bases qui étaient là. Mais je ne mettais pas du tout cette étiquette-là parce que moi, c'est vraiment quelque chose que c'est encore une étiquette qui enferme pour moi. Mais après, l'interprétation, elle a mis des années. C'est le parcours, en fait. C'est le chemin qui m'a emmené là. Voilà, j'ai pas cherché ça, en fait. Ça m'a emmené dans toutes ces démarches. En fait, on m'a proposé, bah tiens, je fais une étude. Et tu vois, parce qu'après, j'ai fait hmm, aussi une expérience de mort imminente. Quand j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, ben, je cherche quelqu'un je suis en train de faire mon master sur les expériences de mort imminente. Est-ce que tu veux venir à Genève pour passer des examens? Ben, moi, à l'époque, même si à 99%, je savais que c'était ça, je me suis dit, ah, bah tiens, je vais faire des tests, au moins, on va vraiment me valider. Il y avait toujours une hmm, part de moi qui était dans le doute hmm, de est-ce que c'est pathologique ou pas? Et pourtant, je voyais bien que ça ressemblait pas du tout. Il y avait des choses très similaires.
et d'ailleurs qui me pose encore peut-être des questions là maintenant, et puis des choses Hmm. où c'est comment on va gérer l'expérience, comment on va Hmm. l'intégrer. Et moi, l'intégration, c'est pour ça que je fais d'ailleurs ce podcast, parce que souvent, quand on présente, par exemple, les expériences de mort imminente, on les présente souvent sous le côté très lumineux, mais on montre jamais les 10 années ou les 15 années derrière qu'il a fallu pour intégrer et puis pour pouvoir vivre dans la matière avec une autre réalité ou d'autres réalités. Hmm. Et donc toi, quand tu as eu cette explosion, comme tu la nommes, et donc du coup, il y a eu tout de suite un accueil et une recherche qui s'est mis en place, et comment ça a transformé, on va dire, comment ça a amené un regard, on va dire, spirituel sur ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est l'enchaînement des expériences, en fait. Hmm. La première, elle a été elle a déstabilisé mon mental, mon ego, Hmm. mon conditionnement d'infirmière, où j'ai mis des années à désapprendre tout ce que j'avais appris, en fait. Et l'expérience de mort imminente, elle m'a installée dans l'instant présent. Elle m'a permis de lâcher beaucoup de conditionnement familial. Euh, ouais, la vie continuait même si j'étais pas à la maison. Hmm. Enfin, je veux dire, même si j'étais pas dans la capacité de m'occuper de mes enfants, de mon foyer, etc. Tu vois, parce que j'ai été quand même arrêtée un grand moment. Et donc du coup, est-ce que tu veux raconter comment ça s'est passé? Est-ce que tu l'as nommé deux fois c'est-à-dire Et, qu'à plus tard, après cette explosion spirituelle, il y a eu un moment où tu as eu une un- expérience de mort un- imminente, en fait, en 2013. Donc, la première était en Hmm. 2008, la deuxième était en 2013. Donc là, je me suis fait opérer d'un fibrome utérin et j'y suis allée avec toute la confiance, voilà, parce que c'est des opérations qui se faisaient, qui se font couramment. Et je disais à tout le monde, bah, de toute façon, je risque rien. Le seul effet secondaire, c'est une hémorragie. Et ben, j'ai fait une belle hémorragie. Voilà. Et en allant à l'hôpital, en fait, j'ai pas du tout réalisé, mais comme j'avais quand même un mental encore à l'époque très, très dans la recherche, j'ai eu une pensée. Quand mon mari m'emmenait, en fait, j'ai eu cette pensée de dire, ah bah tiens, je vais avoir une anesthésie. Pendant les anesthésies, en fait, il y en a qui vont voir de l'autre côté. Bah, moi, je veux bien aller voir de l'autre côté. Ah, et voilà. Mais j'ai pas eu. En fait, c'est bien après que je me suis souvenue de ça, hein, tu vois. Et Hmm. donc, bon, je suis en gros, pour faire court, je suis passée 4 fois au bloc opératoire en 9 jours. J'ai été transfusée 2 fois. Hmm. Et pareil, là, quand tu es infirmière, bah, tu vois bien, la veille de la quatrième intervention, en fait, j'ai senti la peur du chirurgien, en fait, et l'incompréhension. Il m'a clairement dit, on a 24 heures pour agir. Je sais que c'est pas drôle, on va vous passer une quatrième fois au bloc opératoire, mais on a 24 heures pour agir. Je peux pas vous regarder vous saigner sans intervenir. Et honnêtement, je comprends pas ce qui se passe. Et je vais me faire aider d'un deuxième chirurgien. Hmm. Et là, en fait, moi, j'étais déjà dans une hyper conscience. En fait, je sentais tout. Alors, cette période-là, elle a été compliquée, hein. Il y avait mes parents, il y avait mon mari. Mes parents étaient complètement paumés, ils comprenaient rien de ce qui se passait. Mon mari était très, très inquiet. Et je me souviens que, voilà, quand tout le monde est parti, j'ai enfin soufflé, quoi, parce que c'était trop au niveau perception de ce que je ressentais, en fait. Et là, en fait, j'ai plus de notion de temps, d'espace, mais en fait, j'ai pas eu de tunnel. Je me suis retrouvée directement dans la lumière. Avoir, je me rappelle avoir accueilli le fait de devoir mourir, en fait. C'est vraiment ça. À un moment donné, c'est comme une bulle, là. Je peux l'imager comme ça, tu sais, comme une bulle de savon qui fait POC, qui éclate. C'est, à l'intérieur, Hmm. c'est comme si ça avait lâché à ce moment-là, dire, OK, j'ai lâché mes enfants. En fait, c'est ça, hein. C'est OK, si je dois mourir, c'est OK. Mon mari est un bon papa. Waouh, j'ai toujours un peu d'émotion quand je dis ça. Il saura s'occuper des enfants, tu vois. Et ça a été ça, ce POC.
Hmm. J'accueille le fait que je puisse mourir. Et là, en fait, alors je sais pas exactement si c'est lié, si c'est le temps était plus, j'ai plus de notion d'être allée au bloc opératoire, j'ai plus aucun souvenir de ça. Juste, je me suis retrouvée dans une lumière. En fait, puis toi, là, ça y est, les mots, ils sont plus là parce que c'est pas je. Hmm. Donc, c'est comme si toutes mes cellules étaient dans le tout et en même temps étaient tout. Il y avait quelque chose de très, voilà, et dans un amour, une bienveillance, euh, un amour qu'on connaît pas là, ici-bas. Je dis souvent, c'est comme l'amour d'un parent pour ses enfants, mais en 1000 fois plus. Et vraiment quelque chose de très maternel, de très, très bienveillant, quoi. Et là, bah, j'ai vu un buste avec des mains. Et c'est marrant parce que l'explication que je peux en donner, c'est comme si je voyais donc un buste avec deux bras qui me donnait de l'énergie, mais en même temps, moi, j'étais pas forme. Tu vois, je sais pas ce que c'était. Il y a même pas de j'étais, c'était là, quoi. Et à ce moment-là, j'ai su que j'allais pas mourir. J'ai eu cette information-là, tu vois. Et donc, j'ai vu après, très, 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 très loin, un lit avec mon corps dedans. Je savais que c'était mon corps, si tu veux, qui était là. Et au-dessus, il y avait un aigle qui tournait. Et à ce moment-là, entendu ou j'ai eu une pensée. C'est là qu'on voit que la pensée, elle fait pas partie du, du cerveau. Parce que, voilà. Et la pensée, c'était, tiens, il faudrait que je demande à mon ami. J'ai une amie qui fait du chamanisme. Et quel est son animal de pouvoir? Tu vois? Et ce que je savais pas, en fait, c'est que en partant la veille, mon mari avait appelé cet ami qu'il ne connaissait pas en lui disant, lui, je pense qu'il a agi aussi très à l'intuition dans l'histoire, c'est dites-moi comment donner de la lumière à ma femme parce que j'y connais rien à la lumière, mais c'est ça qu'elle a besoin. Et cet ami m'a fait un soin chamanique. Et bref, entre-temps, j'ai été opérée. Je me suis réveillée par la sonnerie donc j'étais déjà dans ma chambre. La sonnerie du téléphone m'a réveillée. Et c'était cet ami, en fait, qui me disait, j'ai eu la plus belle déclaration d'amour de ma vie, en parlant de mon mari qui lui avait dit, tu vois, voilà ce que je t'ai dit juste avant. Et ce moment-là a été magique parce que là, il a été validé pour elle dans son expérience, validé pour moi dans mon expérience, même si je comprenais pas ce que j'étais pas en état physique pour comprendre tout ce qui se passait. Mais l'après a été un peu, le retour a été un peu compliqué parce que bah, je suis restée dans cet amour, pendant plusieurs jours. J'ai plus de notion de temps là non plus, mais il y avait un tel décalage avec mon entourage et je pouvais comprendre. Mon entourage, pour eux, bah, j'ai failli mourir. Donc eux, ils me voyaient. Et puis moi, bah, en fait, je n'étais pas du tout dans le même état. Et j'ai compris que je pouvais encore une fois rien dire parce que dans la première expérience, en 2008, ma plus grande souffrance, ça a été de ne pas pouvoir parler parce que déjà, mes voix me disaient surtout, va pas voir un médecin et la maladie, c'est pas ce que tu as appris. Donc voilà, et ça m'accompagnait en fait, cette chose-là. Et en même temps, bah, là encore, je me suis dit, bon, bah là, en fait, ça sert à rien. Je me tais parce que je peux pas non plus voilà, exprimer ça. Et voilà un petit peu ces expériences-là. Puis après, ben, en fait, l'année qui a suivi, en fait, parce que une des premières choses que j'ai fait quand j'ai pu ressortir physique, quand le côté, la part matière, elle a pu reprendre un peu vie, parce que voilà, physiquement, j'ai quand même bien dégusté. Et bah, il y avait à côté de chez moi les journées du pardon organisées par Olivier Clerc. Là, puis je me suis dit, ah bah ça va bien aller. Et dans cette journée, en fait, il y avait les mantras de l'amour. Ah, je me dis, parfait, j'y vais, quoi. Je connaissais pas du tout les mantras à l'époque. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais pratiqué. Et puis, comme j'aime beaucoup pratiquer, moi, ça passe par la pratique, je me suis dit, bah, je vais y aller. Et on a chanté pendant 2 heures des mantras. Et je suis ressortie avec une énergie.
une vitalité comme j'avais jamais eu depuis longtemps, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh! Et après, ben voilà, et après, ça m'a emmené aussi voilà, dans d'autres voilà, d'autres expérimentations. Il y en a eu plein, en fait, tu vois, Hmm. euh, jusqu'à ce que finalement, je sais même pas, je peux même pas te dire, tu vois, j'ai pas de, par contre, d'expérience qui, enfin, il y a eu toutes ces expériences sur le chemin, mais il n'y a pas eu, je peux pas te dire, il y a quelque chose qui a basculé dans à un moment donné, ça s'est posé, ça s'est arrêté de chercher, quoi. Enfin, je sais pas comment dire quand c'est arrivé ce Hmm. moment-là, en fait. C'est que à un moment donné, la fameuse paix intérieure que je cherchais depuis des années, bah, à force d'expérimenter, ça s'est posé, même s'il y a toujours, il y a toujours dans ma vie des aléas et il y a toujours des émotions qui sont là, il y a toujours cette sensibilité qui est là, mais très rapidement, en fait, elle va, je peux être, je te donne un exemple. L'année dernière, tu vois, j'ai eu mes deux parents, ma maman a un Alzheimer et mes deux parents d'hospitalisés en même temps. Émotionnellement, quand ça touche mes proches, c'est encore très compliqué. Donc, voilà. Et même si dernièrement, tu vois encore, ma maman a fait un malaise cardiaque et même si j'ai vécu une expérience de mort imminente, ben, même si voilà, je me suis rendu compte, voilà, que ben, j'avais quand même du mal à la laisser partir, quoi. Enfin, ma part matière avait du mal à la laisser partir. Donc, il y avait encore toute cette émotion. Et en fait, maintenant, il y a la conscience que c'est que des expériences, quoi. C'est Hmm. que des expériences qui nous emmènent. Donc, il y a ce lâcher-prise et cet accueil qui est là. Du coup, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup moins euh, tourmenté que ça n'a été. Il y a, je cherche plus non plus le contrôle. Avant, je voulais contrôler tout ça, mais c'est Hmm. impossible. C'est impossible, quoi. Donc, bah, c'est là. Voilà, Hmm. c'est pas là. Et puis, il y a plus de... La notion de temps aussi, elle a changé. J'ai un agenda pour pouvoir fonctionner avec les gens qui m'entourent, tu vois. Mais dans mon quotidien, ben voilà, ça s'enchaîne en fait. Je sais pas, Et à un moment, tu me disais en off, la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, tu me disais que, voilà, tu l'as évoqué tout à l'heure, que tu organisais des cercles d'écoute pour des personnes qui mm. entendaient des voix, que tu as accompagné aussi des personnes dans les crises d'émergence. Est-ce que le fait de te mettre au service d'autrui, c'était aussi quelque part ce cheminement qui continuait pour toi? Alors je pense que ça a toujours été là chez moi en fait. Hmm. Tu vois, Hmm. je pense que ce côté, tu sais, ça me fait penser. Voilà, j'étais petite en fait, mes parents m'offraient des cadeaux et moi je les offrais. En fait, j'ai toujours, ça c'est vraiment, j'ai toujours été tournée vers l'autre. Hmm. Et j'ai toujours été attirée par la souffrance, en fait, par la compréhension de ce qui se passe, par la psyché, en fait, par la Hmm. compréhension de la psyché humaine, en fait. Donc, je pense, après, ce que j'ai aimé, ça a commencé peut-être à prendre sens. Euh, j'ai toujours aimé partager ce que j'ai expérimenté. Donc, la sophro, en fait, mon mental, si tu veux, ma part matière, elle m'a dit, ouais, je veux changer de boulot d'infirmière, donc je vais faire une autre formation de sophro. Tu as fait Voilà, une donc formation de sophrologue. j'ai fait une formation de sophrologue, donc là, voilà. Mais en fait, en réalité, elle m'a servi à moi, elle m'a fait beaucoup de bien. Et à chaque fois sur mon parcours que j'ai expérimenté des choses qui m'ont permis d'avancer, en fait, j'ai toujours aimé partager ça. Voilà, et en fait, c'est seulement ça. J'aime partager ce que Hmm. j'expérimente, et encore maintenant, parce que ça s'arrête jamais, en fait. Donc, encore en même temps, pour moi, la joie, elle est là, elle est dans ce partage, Hmm. 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 dans Hmm. cet échange et et la différence, en fait, je pense, c'est que ce qui a changé, en fait, c'est mon regard
uniquement. Donc en fait, j'ai plus du tout. euh, j'ai jamais aimé les étiquettes et j'ai passé, quand j'accompagnais en individuel, je passais mon temps à enlever les étiquettes des gens et de leur dire, bah, à part le trouble bipolaire, il y a quoi, tu vois? Enfin, c'est Mhm. bon. Tu n'es pas que ça, tu vois? Mhm. Il y a plein d'autres choses. Et ouais, non, je pense que ça a toujours été là. C'est plus le plaisir de partager, d'échanger, ouais, plus ça. Mhm. Dans le sens aussi que quand on partage, il y a aussi une forme d'intégration. Bien sûr, Mhm. bien sûr, bien sûr. Ben, le fait de faciliter pendant 2 ans et demi. Donc, il y avait ce groupe autour des entendeurs de voix, mais il y a aussi eu un autre groupe sur les violences sexuelles, etc. Mais bien sûr, ça permet d'intégrer. Mais moi, j'ai intégré, si tu veux, ça a désintégré, ça a désidentifié tout ce que j'avais appris au niveau professionnel. Parce que le fait Mhm. d'avoir, en fait, des gens qui vivent d'autres réalités et d'avoir, en fait, ce regard humain à humain, de plus, justement, de plus avoir une personne avec un diagnostic de schizophrénie ou une personne avec, mais d'avoir un humain, enfin, ça change tout. Ça change tout, quoi, en fait. Et la personne, elle le sent. Elle le sent et en fait, je pense que ça fait les trois quarts du travail, quoi. En Mhm. fait, à la base, pour moi, l'accompagnement devrait se faire comme ça, sans justement les conditionnements, après, le reste, c'est des outils, c'est tout. Mais la base, elle est dans le cœur, quoi. Elle est vraiment là, dans cette ouverture de cœur et même dans les pratiques de yoga, de méditation. Voilà, c'est pareil. Pour moi, j'avais du mal à, à me, à me mettre dans un cadre, en fait. Parce qu'à chaque fois, je trouvais que c'était enfermant, c'était, voilà. Mm, Et ce regard qui a changé aussi, donc j'imagine que ça a changé beaucoup de choses dans ton métier et qui était aussi ton approche. Toi, tu disais que ça a déconditionné la vision de la santé mentale, par exemple. Est-ce que mm. quelque part, il n'y a pas aussi le rapport à la folie qui s'est transformé pour mettre, comme Ah tu ben, l'évoquais, évidemment. plus d'humanité et Mm. qu'est-ce qui s'est observé à travers ça pour toi sur quel regard s'est posé au fur et à mesure des années d'intégration sur la folie? Tu sais ce qui est Parce bien, que c'est une des c'est grandes peurs, en fait, des personnes qui c'est vivent des... ça. Ce qui est bien, les fous sont pas là où on pense, en fait. Mais ça a toujours été une conviction pour moi. Mais non, après, effectivement, pour moi, oui, ça a vraiment changé ce côté-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu vois, si on regarde dans les traditions hindoues, bouddhistes, etc., eux, ils disent que, en fait, ce côté mental, c'est ça qui est malade, hein, tu vois. Euh, quand tu es beaucoup justement dans la part matière, dans tout ce côté-là, et que finalement, si tu vas au fond de toi, ben, tu découvres autre chose. Et Hmm, bien sûr que ça a changé mon regard et que maintenant, pour moi, c'est juste Enfin, je pense que ça l'a toujours été, en fait. J'ai retrouvé ça. Je pense que depuis enfant, j'avais déjà ce regard-là. Je comprenais justement pas pourquoi les gens autour de moi étaient... ouais, je pense que j'avais déjà ce regard profondément humain, en fait, en étant enfant. Tu vois, et hmm, je pense que ça m'a permis de le retrouver. Et c'est, en fait, pour moi, c'est juste, on est tous, d'ailleurs, je vais pas même pas, je vais me mettre dedans, quoi. On est tous des gens avec plus ou moins de souffrance, avec plus ou moins d'aléas dans la vie. On traverse des moments des expériences qui peuvent être difficiles, mais ces expériences, elles sont juste là pour nous ramener à l'essence même de ce qu'on est, en fait. Y compris, alors maintenant, oui, ben, y peu compris dans la santé importe, mentale, au y final. compris dans la santé mentale, exactement, peu Hmm, importe en fait que tu aies plus ou moins de difficultés, mais moi, pourquoi je fais ce podcast, c'est aussi parce que
eh bien, j'ai vu dans mon parcours des gens avec des diagnostics qui n'auraient pas dû l'être, tu vois. Et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et justement, parce que notre société ne reconnaît pas ces mondes invisibles, on est formé dans la matière et les professionnels de santé sont formés aussi dans ce truc très cartésien et très matériel, et ils ne reconnaissent pas ce monde-là, eh ben, on n'arrive pas à accompagner correctement les gens. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse maintenant, c'est peut-être, derrière ce podcast, c'est d'offrir, peut-être, enfin, moi, j'ai mis quand même 8 ans avant de trouver quelqu'un avec qui je pouvais partager pour pas qu'on ne pathologise les expériences que j'ai vécues. Maintenant, il y a maintenant des gens qui accompagnent et heureusement des professionnels qui sont formés parce que tu peux avoir un diagnostic de schizophrène ou avoir un diagnostic, peu importe lequel, et vivre des émergences spirituelles. Sauf que du moment où tu vas raconter ça en psychiatrie, eh bien, ça risque d'être, si la personne elle n'a pas un minimum de connaissances transpersonnelles, ben, ça peut vraiment conduire à un mauvais accompagnement. Et le but, c'est finalement, peu importe les étiquettes, c'est surtout de trouver le bon chemin pour Mhm. accompagner la personne, quoi, Mhm. euh, à vivre et à pouvoir dépasser, finalement, c'est même pas dépasser, mais pouvoir comprendre ce qu'elle vit et, euh, et l'accompagner dans ce chemin-là. Mhm. Et également, si ça part en pathologie aussi, comment ça peut être accompagné et aussi Exactement. d'un point de vue pathologique. Exactement, exactement. Et c'est ce côté-là qui me touche parce que voilà, j'ai mis longtemps à chercher. Et moi, j'aurais eu besoin, quand ça m'est arrivé en 2008, d'avoir un accompagnement. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui m'explique, qui me montre. J'aurais beaucoup moins souffert, je pense. Enfin, ça aurait duré nettement moins longtemps, tu Mhm. vois. Et justement, c'est ce côté-là, c'est un petit peu d'ouvrir les consciences. Voilà, c'est pour ça qu'aussi, ouais. Puis en fait, je fais juste que finalement, de partager, tu vois, je me dis, mais ça résume ce qu'on disait tout à l'heure. Le chemin, en fait, a été pour moi de vivre plein d'expériences, d'essayer de comprendre ce que j'avais vécu. Et sur mon chemin, j'ai croisé plein de professionnels de santé. Finalement, quand j'ai commencé à en parler, je me suis dit, ah, mais en fait, je suis pas seule. On est plein, en fait, dans la profession à vivre ça. Et mais Mhm. personne n'en parle. Donc, et du coup, là, c'est encore avec le podcast une manière de transmettre finalement une expérience. Mhm. Et puis, comme toi, d'ouvrir un espace où on peut justement mettre une parole dans un cadre très sécuritaire. Mhm. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas ça une des conditions aussi d'accompagnement, c'est de d'accueillir la parole telle qu'elle est, sans forcément poser une étiquette ou que tout soit interprété, et Ah qui bah, demande c'est... du temps, du soutien. Tu m'avais évoqué que ça existait aussi dans d'autres pays où, dans la santé mentale, on commençait par l'écoute, par exemple. Oui, oui, c'est vraiment... oui, oui, c'est en Laponie. Je pense, tu vois, où ils ont, c'est ce qu'ils appellent l'open dialogue d'ailleurs. Ouais. C'est dès la crise, en fait, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils réunissent autour de la personne, avant de l'hospitaliser, avant de la médicamenter, parce que chez nous, c'est ce qu'on fait, hein. Mhm. Voilà, là-bas, en fait, ils réunissent toutes les personnes autour et chacun a sa parole. On va demander à Mhm. chaque personne de dire, bon, voilà, il y a ça qui se passe, c'est un fait. J'adore, en fait, hein. Mhm. C'est une expérience, c'est un fait. Il y a ça qui se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on met la personne, qu'est-ce que tu en penses toi? On écoute Mhm. qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu es OK si besoin de prendre un médicament ou pas? Mais on va pas lui imposer, on va pas. Le système de santé dans lequel on est chez nous, il est hyper maltraitant. Ouais, ça ramène à une forme de communauté qui prend soin, Exactement. et non pas des individus isolés qui s'en remettent à quelque chose de... Exactement. Et pour moi, ça, tu sais, en fait, le fait d'avoir, je pense, de l'expérience de mort imminente, euh,
je suis revenue avec cette conscience d'unité, en fait. Euh, et pour moi, c'est tellement important qu'on se mette tous ensemble pour accompagner la personne. Il n'y a pas un qui sait. Et c'est ça où c'est, quel que soit d'ailleurs quel que soit le thérapeute, que ce soit des professionnels de santé, des thérapeutes, etc., ce qui est grave, c'est de dire, moi, je sais. Mhm. La meilleure personne qui, qui sait, c'est la personne qui vit l'expérience. Donc, faisons confiance à ce processus qui est en train de se faire, qui est en train de se vivre, et accompagnons-le. Mais ne mettons pas des étiquettes sur ce qu'on croit être vrai avec nos yeux à nous. Ouais, et ça coince chez moi, hein, ça coince vraiment. Maintenant, parce qu'il y a eu tout ce parcours-là. Et que si aussi, parce que dans les professionnels de santé, je vois là, euh, j'ai ouvert le groupe d'entendeurs de voix en 2017 avec le réseau français d'entendeurs de voix. Donc c'est vraiment de l'entraide. Et en fait, quand je l'ai ouvert, j'ai eu quand même beaucoup de réticence de la part des professionnels de santé, hein. Et là, 7 ans après, les professionnels de santé veulent se former justement à l'open dialogue. Tu vois, je vois Mhm. une ouverture et je vois que ça change. Tu vois, c'est les premiers à. Ouais, il y a vraiment une ouverture très humaine, une belle évolution en fait. Mhm. Une belle évolution de l'humain qui prend soin de l'humain, qui a cette conscience-là, enfin, je dis de l'humain et de tout ce qui est vivant, parce que l'ouverture, elle est beaucoup Mhm. plus large. Mais voilà, on commence à la voir. On commence à la voir, ouais. Après, bah, c'est vrai que si tu prends voilà, ce qui se passe dans les hôpitaux, bah non, c'est pas ça. Mais il faut aller chercher ailleurs. Mais ailleurs, il y a de très belles choses qui se font. Mhm. Et c'est pas pour autant que ça peut pas collaborer. Tu vois, Mhm. c'est ça le truc. C'est pas parce que bah, le monde hospitalier, il est ce qu'il est là maintenant. C'est pas pour autant que ça ne peut pas collaborer avec toutes ces ce qui émergent d'à côté, quoi. Parce que justement, ensemble, bah, on peut faire de belles choses. Merci Audrey. Ben, Merci pour ton partage, pour ton récit. c'est un plaisir. Je te remercie à toi, vraiment, je te remercie profondément voilà, bah, de m'accueillir chez toi. Merci beaucoup Audrey, merci pour cette tribulation spirituelle. Et si des personnes ont envie de te contacter, d'échanger avec toi, donc déjà tu as évoqué plusieurs fois le podcast, donc c'est le podcast Expérienceur que tu as lancé il y a quelques mois. Mhm. On peut le retrouver, j'imagine, ce sera dans la description, mais on peut le retrouver sur YouTube, sur Oui, toutes les Spotify. plateformes. Ouais. Donc expérienceur, on met expérienceur et on trouve ton podcast. Et si des personnes voudraient te contacter, est-ce que tu serais d'accord pour être contacté par des personnes qui écouteraient ce podcast? Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, je te donnerai le site internet et puis voilà, ils pourront passer par le site internet sans souci. Donc, si on passe par ton site internet, on peut te contacter. Est-ce que tu peux le nommer, ce site internet-là? Donc c'est audreygraindamour.org. Voilà. D'accord. Et ce sera dans la description, peu importe où vous écoutez ce podcast, c'est dans la description. Merci Audrey, c'était une grande joie d'avoir ces échanges avec toi de sujets qui me passionnent grandement. C'était un très bon moment pour moi aussi, qui a passé en 10 secondes, comme d'habitude. Merci, merci. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Voilà, c'est terminé. Merci de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don via la plateforme Tipeee pour l'instant vertical si le cœur vous en dit.
pouvez également retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et commenter, partager les épisodes. C'est d'un grand soutien pour moi et ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles des auditeurs. En attendant, je vous laisse quelques instants en silence. Profitez de la verticalité de l'instant. À la semaine prochaine.